Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Moi, je suis allé à l'école et l'on nous disait que nous étions des étrangers en Afrique. Nous n'habitions pas l'Afrique, nous sommes venus par l'Océanie. Nous étions des occupants noirs, comme le blanc est un occupant blanc. Et alors, c'est à l'occupant le plus fort qui déracine l'autre. Que le vrai indigène de l'Afrique, c'était le pygmée. Le noir est venu avant-hier, le blanc est venu hier, et puis c'est tout. Voilà comment on nous enseignait l'histoire. Et au-delà de 4 siècles, c'était la nuit noire, l'histoire africaine était suspendue en l'air. Il est évident que ce dogme, je ne pouvais pas l'assimiler. Et ce qui m'intéressait dans ma démarche, c'était donc retrouver vraiment, par la documentation, remonter le fil conducteur qui nous relie à nos ancêtres les plus lointains. C'était tout. Et c'est ce qui a motivé son engagement pour une recherche et une écriture objective de l'histoire universelle en général et africaine en particulier. C'est pour rétablir la vérité historique en s'appuyant à la fois sur les sciences exactes, mais également sur l'anthropologie, la sociologie et la linguistique que Cheikh Anta Diop va dès la décennie 50 se lancer dans la recherche. C'est le hasard de l'évolution qui a voulu que l'homme ait pris naissance en Afrique, donc l'homme était d'abord noir. Et cet homme est l'ancêtre de toutes les autres races. Suite de notre série d'archives d'Afrique, spéciale Cheikh Anta Diop. À mon avis, le peuple noir ont vécu comme en grappe, en quelque sorte, dans la vallée du Nil avant de se disperser par pulsations successives, n'est-ce pas, à travers le temps. De sorte que les influences sont venues de la vallée du Nil. Dans l'Antiquité, autour de la vallée du Nil, autour d'une fraction de nègres qui, hasard des déplacements, s'étaient engagés dans cette vallée et qui avaient accédé à la civilisation. Autour de cette fraction-là, vivaient aussi des nègres qui n'avaient pas encore connu l'humanité, pour employer même l'expression de Diodore, qui par conséquent, n'est-ce pas, étaient encore absolument à l'âge ethnographique, mais il n'en demeure pas moins que ces deux fractions appartenaient à la même ethnie. Le colloque du Caire, organisé par l'UNESCO, a enfin offert l'occasion tant attendue par Cheikh Anta Diop de confronter les résultats de ses recherches à ceux de ses homologues des autres continents. Il a permis à lui et à son disciple Théophile Obenga de présenter aux yeux du monde leur théorie de l'Égypte nègre, essence du miracle grec. Et même si certains n'ont pas été convaincus, il a marqué les esprits, il a fait bouger les lignes. Aujourd'hui, l'idée d'une Afrique totalement actrice comme les autres races de l'histoire universelle ne suscite plus de moquerie. Si certains commencent à nuancer le peuplement exclusivement négroïde de l'Égypte ancienne et mettent surtout en exergue le métissage des populations autour du bassin méditerranéen, quelques-uns commencent à y croire. Certains, jusque-là sceptiques et hermétiques, évoquent désormais l'unicité des races. Il fallait s'attendre à une réaction idéologique et l'anthropologie physique occidentale n'a pas manqué de réagir. Vous savez qu'en s'appuyant sur la génétique moderne et en s'appuyant sur la biologie moléculaire, l'anthropologie physique vient de décréter qu'il n'y a plus de race, qu'il n'y a que des populations. La notion de race n'existe plus du point de vue de l'anthropologie physique. Ces deux positions ne sont pas consistantes et elles sont contradictoires. Parce que la même anthropologie physique qui nous dit qu'il n'y a plus que des populations et qui va utiliser l'analyse linéaire, donc le calcul matriciel, qui va utiliser tout un appareil mathématique, de quoi impressionner le profane, pour en imposer cette anthropologie physique, donc, c'est la même qui va nous dire quand même que l'anémie falciforme n'arrive qu'à des nègres, qu'à des noirs. Or, de deux choses l'une, ou bien la race n'existe plus et qu'il n'y a que des populations, à ce moment-là, on ne sait plus ce que c'est que la notion de race. Mais l'anthropologie physique n'hésite pas, lorsqu'il s'agit de la transmission de tares héréditaires, de redécouvrir la notion de race et de l'utiliser. Vous voyez ? L'anthropologie physique croit toujours qu'elle aura toujours un tour dans son sac pour tourmenter un Africain. Pour Cheikh Anta Diop, le travail ne fait donc que commencer. Il faut poursuivre cette mission. Il ne s'enferme pas dans son bureau pour savourer le succès relatif de cette première et unique rencontre. Il s'agit pour lui, désormais, de parcourir le monde en général et l'Afrique en particulier pour confronter ses idées avec ses pairs, mais également
pour les vulgariser. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sonne blanche, c'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadés que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et ce sont justement les Blancs qui vont nous y aider. Moi, si je n'étais pas intimement persuadé de l'égalité des races, si je n'étais pas intimement persuadé de la capacité de chaque race de mener sa destinée intellectuelle et culturelle, mais je serais déçu. Que ferions-nous dans le monde s'il y avait réellement cette hiérarchisation intellectuelle? Mais il faudrait s'attendre à une disparition d'une manière ou d'une autre. Parce que le conflit, il est partout, il est à tous les niveaux, il est dans tous ces débats, il est jusque dans nos relations internationales les plus feutrées. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut justement que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là. Alors, donc, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à peu près à la même. Les Blancs vous nient, ils ne vous ont pas encore répondu. Nous sommes donc dans le cirage, nous sommes dans le vague, nous sommes dans la brume. Non. Ce que j'ai dit un peu dans la préface de Obenga, c'était cela, que par la connaissance directe, l'Afrique doit être capable de saisir une vérité, de savoir qu'elle est en possession d'une vérité, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine culturel. Et de se maintenir au niveau de cette vérité en prenant des mesures conservatoires jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la supercherie est finie. On n'a plus affaire à des enfants ou à des nouveau-nés. Cheikh Anta Diop est de tous les grands rendez-vous scientifiques et sur l'histoire, pour en finir avec cette supercherie comme il dit. Dans sa théorie de l'Égypte nègre, la linguistique occupe également une place importante. La parenté trouvée plus tôt entre l'égyptien ancien et le Wolof, sa langue natale, va s'étendre à d'autres langues africaines. Je peux vous dire ceci. Toutes les formes verbales égyptiennes ont survécu en Wolof, par exemple. Tous les classificateurs, j'ai pu établir une correspondance phonétique entre les classificateurs égyptiens et les classificateurs Wolof. J'ai pu expliquer la genèse du déterminatif Wolof, de l'interrogatif Wolof, donc de l'ensemble des 8 classes Wolof et de toutes les formes de conjugaison Wolof à partir des formes égyptiennes, comme si vous aviez un bâtiment qui s'est effondré et que, ayant retrouvé le plan du bâtiment, vous arrivez à remettre chaque pierre à sa place. Alors, tout cela pour vous dire que la parenté de l'égyptien ancien et des langues africaines est en fait démontrée, et l'égyptien ancien n'est pas une langue sémitique. L'égyptien ancien n'appartient pas à la famille de l'arabe, il n'appartient pas à la famille de l'acadien, il n'appartient pas à la famille du libyen, il n'appartient pas non plus à la famille des langues indo-européennes. Ceci a été également démontré au Caire, et au Caire, l'égyptologie a bel et bien pris le virage, et l'égyptologie a reconnu officiellement que l'égyptien ancien n'est pas une langue sémitique. Cheikh Anta Diop devient de fait
le promoteur des langues africaines qui, selon lui, serait inapte à exprimer le monde moderne dans toute sa complexité. Tout se passe un peu comme si toutes les langues européennes étaient par essence dotées de tous les concepts scientifiques, techniques et philosophiques, à l'opposé des langues africaines caractérisées par une pauvreté conceptuelle intrinsèque. Ce qui laisse penser que les langues africaines sont donc inférieures à celles de l'Europe. Des contre-vérités contre lesquelles s'insurge Cheikh Anta Diop. Ainsi, il va traduire en wolof des textes des grands écrivains et savants européens tels que Horace de Corneille ou encore Einstein et Langevin. Il propose même une idée d'enseignement des mathématiques dans sa langue maternelle. Amadi Ali Dieng, un de ses amis et intellectuels très critiques vis-à-vis de Cheikh Anta Diop. On doit se poser la question de savoir comment un homme comme Cheikh Anta Diop, qui a fait physique, maths, retrouve des questions qui relèvent des sciences sociales. Et surtout du latin et du grec, alors qu'il n'a fait ni latin ni grec. Ça, je pense que ça mérite d'être questionné. Mais où a-t-il trouvé cette thèse qui a été défendue par le comte de Volney et par l'abbé Grégoire, que les gens ignorent? L'abbé Grégoire, de la littérature des nègres. C'est là qu'il parle de Guillaume Hameau, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est que l'abbé Grégoire a fait beaucoup de recherches de ce point de vue, même pour présenter des objections à certains Anglais. Février 1976. Alors que Léopold Sédar Senghor souhaite rejoindre l'internationale socialiste et que pour la circonstance, pour montrer son ouverture démocratique, son souci de la liberté, il autorise l'avocat Abdoulaye Wade, dont il n'a politiquement rien à craindre, à créer un parti centriste d'opposition, le parti de la contribution, comme on va l'appeler. Cheikh Anta Diop, qui s'était éloigné de la politique depuis la fin de 1964, après avoir été embastillé par le président Poète et qui avait vu dissoudre les deux mouvements qu'il avait initiés, crée à nouveau un parti. Le RND, le Rassemblement National Démocratique. Il estime que le chef de l'État n'est pas à la hauteur des enjeux. Il rêve d'une doctrine énergétique globale qui permettrait l'industrialisation du continent. Il rêve également d'une meilleure maîtrise de l'exploitation et de la commercialisation des matières premières africaines. Cette fois-ci, le président Léopold Sédar Senghor ne peut dissoudre son parti comme la dernière fois. Cette option risque de le disqualifier auprès de ses amis socialistes européens. Le chef de l'État passe alors par une modification de la Constitution en avril 1976 pour réduire le nombre des partis autorisés. La stratégie est simple. Il leur impose l'un des trois courants de pensée en cours à cette époque. Le libéralisme, le socialisme démocratique et le marxisme-léniniste. C'est la loi dite des trois courants qui impose très clairement au mouvement politique de s'y référer explicitement. C'est eux qui doivent régir la vie politique au Sénégal. Le but est de rendre le parti de Cheikh Anta Diop illégal. Le parti de Léopold Sédar Senghor prend l'étiquette du socialisme. Abdoulaye Wade et son PDS adoptent l'étiquette libérale. Et le PAI, le Parti africain pour l'indépendance, celui du marxisme léniniste. Avec cela, tous les courants sont pris. Le RND, donc de Cheikh Anta Diop, qui ne fait partie d'aucun des trois courants, est sommé de se dissoudre. Une stratégie à laquelle le scientifique ne peut se soumettre. C'est donc le début d'un bras de fer politico-judiciaire entre le gouvernement de Léopold Sédar Senghor et le RND de Cheikh Anta Diop, qui demande un retour au multipartisme véritable au Sénégal. Mais sa demande de légalisation va être rejetée par la Cour suprême en janvier 1978. Et le coup de force de Senghor ne s'arrête pas là, puisque le gouvernement, qui a engagé des poursuites judiciaires contre lui, va obtenir en 1979 son inculpation et l'interdiction pour Cheikh Anta Diop de quitter le territoire sénégalais pour se rendre à l'étranger. Je voudrais, comme président de la République, vous faire mise à Dieu. Et si j'ai un message à vous faire aujourd'hui, Sénégalaises et Sénégalais, c'est bien ce dernier message en faveur de la démocratie qui s'adresse à tous les citoyens et citoyennes de notre vieux pays. C'est la chose la plus importante, maintenir la démocratie, c'est-à-dire le pluralisme des partis, dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Avec le départ, la démission de Léopold Sédar Senghor de la présidence de la République, Cheikh Anta Diop va-t-il enfin pouvoir compétir sur le champ politique? Abdou Diouf, l'un de ses admirateurs du temps où il était étudiant, qui prend les rênes du Sénégal en cette fin d'année 1980, va-t-il lui permettre de s'exprimer enfin sur la scène politique sénégalaise? Rendez-vous la semaine prochaine pour en parler dans la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Cheikh Anta Diop. Lorsque je parle du peuplement négroïde de l'Europe, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est un fait qui est matérialisé par l'ensemble des fossiles que l'on trouve répartis sur toute l'ère européenne, depuis l'Europe occidentale jusqu'à l'Europe centrale et même jusqu'en extrême Asie. Mais au fait, sa théorie de l'Égypte nègre, qu'apporte-t-elle réellement? Qu'est-ce que cela change que l'Afrique soit le berceau de l'humanité? À quoi cela sert de dépenser tant d'énergie pour le démontrer? Nous en parlerons la semaine prochaine, même si certaines réponses sont déjà dans les extraits de cours, de conférences de Cheikh Anta Diop que nous avons écoutés. Mais tout de suite... Archives d'Afrique. Le jeu. Voici venu le moment que beaucoup d'entre vous attendent désormais avec impatience et frilosité. Celui du jeu Archives d'Afrique qui vous permet chaque semaine de gagner le coffret Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. La semaine dernière, il fallait reconnaître l'auteur de ces propos. Je jure solennellement d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité africaine. Vous êtes des milliers à avoir reconnu Diallo Telli, le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, mort quelques années plus tard dans le sinistre camp Boiro du régime Sékou Touré en Guinée. Son singulier parcours, sa tragique histoire, vous la trouverez justement dans le volume 2 du coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle. Cette semaine, nous avons justement, en raison de votre intérêt pour Archives d'Afrique, connu quelques soucis techniques avec notre répondeur, ce qui fait que seuls les auditeurs qui ont participé sur notre page Facebook ont été retenus. Mais nous vous assurons que nous avons pris les mesures pour que ce type de désagrément ne se répète pas. Les 10 premières bonnes réponses sur notre page Facebook sont donc Diagne Nyanya et Talasso à Dakar au Sénégal, Marc Alexis de Guénon à Lomé au Togo, Mamadi Keita à Conakry en Guinée, Mohamed Won à Nouakchott en Mauritanie, Joan Luis Njampo, Ibrahima Fofana et Habib Diallo à Abidjan en Côte d'Ivoire, Claude Koudjou à Yaoundé au Cameroun et Christian Bouanga Bikomas à Brazzaville au Congo. Voilà pour les gagnants de la semaine qui recevront à leur adresse postale le coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle, volume 2, avec une dédicace personnelle. Cette semaine, c'est peut-être à votre tour de gagner ce merveilleux cadeau, en reconnaissant vous aussi l'auteur de cette phrase. Est-ce qu'il y a l'autre là, on dit, comment on appelle, qui était à l'ambassade là, l'orgueilleux là, comment il s'appelle, Eric Thiam, il est là? Eric Thiam est là? Eric Thiam, j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu as dépassé déjà, tu as fait déjà l'ambassade. Tu ne peux pas faire ton temps, faire le temps des jeunes qui ont fait la magistrature. Facile. Qui est ce personnage de l'histoire récente de l'Afrique? Tout de suite, à vos ordinateurs. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook Archives d'Afrique RFI et les 5 premières bonnes réponses sur notre répondeur au nouveau numéro qui est plus adapté, le 0033 1 84 22 93 32, je répète, il faut le retenir, 0033 1 84 22 93 32, recevront chez elle le coffret Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. Je rappelle bien sûr qu'il faut en plus de la réponse, nous préciser votre nom et l'adresse postale précise à laquelle nous ferons parvenir votre coffret. Nous laissez également votre numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre. À vos téléphones et à vos ordinateurs. Et je rappelle que nous attendons toujours plus de propositions sur le lieu où nous célébrerons en public cette année, en novembre, les 20 ans d'Archives d'Afrique. Il faut bien sûr motiver votre choix. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous sur l'antenne la semaine prochaine pour la suite de la série consacrée à Cheikh Anta Diop. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous souhaitons un bon week-end à l'écoute des programmes de RFI. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NSIA Assurance et Banque, présent dans 12 pays d'Afrique subsaharienne.